La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Je dédie ce nouvel épisode à Tudy, auquel je souhaite un très bel anniversaire. Épisode 11. Prison de chair tiède, où bat une vie minuscule. Le Drosera salive. Avec la disparition de Guillaume, je prends soudain conscience que le monde suinte de 1000 dangers. Jusqu'au bruissement léger du vent, à l'ambre vaporeux de ma tasse de thé, au claquement brutal d'une porte. Une angoisse sourde me contamine, vrille mon âme, comprime mon cœur, obscurcit mon existence. Je suis à la merci de tout et protégée en rien. Tous les efforts du soleil d'avril échouent à me réchauffer. J'enfile une polaire. Mathilde retire son cardigan de soie grège. Elle fredonne gaiement une comptine légère, offrant son visage au printemps. Rien ne semble l'atteindre quand je plonge dans une froide terreur. Mais détends-toi, la justice immanente ne va pas te foudroyer sur ta terrasse. Pourquoi la justice immanente? Tu penses que ce qui nous arrive est mérité? Que c'est la conséquence de mauvaises actions? Alors là, je ne vois pas. Et je ne te suis pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une boutade? Mathilde tourne vers moi sa frange brune, ses yeux myosotis et ce petit sourire railleur qui m'agace tellement. Mais elle ne répond pas vraiment. Je pense à Guillaume, qui n'est plus, cet hyperactif désormais plongé dans un repos qu'on dit éternel. Je reconnais qu'on n'était pas très proches, mais il m'arrivait d'échanger quelques mots avec lui, dans les allées des salons littéraires ou lors de nos réunions du Crapaud. Ce qu'écrivaient les autres auteurs l'intéressait assez peu, voire pas du tout. Il se consacrait tout entier, avec une rare opiniâtreté, à la construction de sa carrière d'auteur, tout cela en marge de sa fonction d'enseignant, déjà bien chargée. Développant de multiples sagas de romans policiers avec, en filigrane, l'objectif affiché d'exister à l'échelle nationale. Il était très à l'étroit en Finistère à l'évidence. Je me souviens d'une discussion que nous avions eue, il y a quelques mois, alors qu'il annonçait triomphalement la sortie concomitante de 5 nouveaux romans. Sous la forme d'une aimable boutade, je lui avais alors demandé comment il faisait pour assumer de front toutes ses sorties littéraires et ses cours, s'il pensait que ses lecteurs pouvaient suivre son rythme stakhanoviste et s'il dormait la nuit. Il m'avait répondu avec un sérieux absolu, beaucoup de condescendance et aucun second degré. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail, m'avait-il dit, penchant légèrement la tête sur le côté droit comme le font les anges dans les toiles italiennes de la Renaissance, et posant une main paternelle sur mon avant-bras. Et de fait, il me semblait ne l'avoir jamais vu sourire. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu, dans lequel s'étiolaient des nuages de beau temps. Guillaume se trouvait désormais la dernière victime en date d'un tueur en série, au cœur d'un véritable roman noir in vivo qui m'angoissait terriblement. Et j'ai soudain pensé que les livres de Guillaume se vendraient désormais très bien, et sur la totalité du territoire national, du moins le temps de l'exposition médiatique des crimes du Crapaud. Son objectif est donc atteint finalement.
Nos téléphones vibrent, se tortillent et s'agacent sur la table de jardin. Les notifications éructent et s'empilent. L'annonce de la disparition de Guillaume enfle et roule sur les réseaux. Je ne rappelle personne car j'ai horreur du téléphone et je ne suis vraiment pas d'humeur, mais j'envoie un message collectif rassurant à la famille, aux amis, aux confrères et aux consoeurs qui viennent aux nouvelles. Mathilde fait de même. On est vraiment pareilles toutes les deux. Quant à la presse, les journalistes se font insistants. Et ce n'est pas surprenant. Il est à craindre qu'on fasse incontinent l'objet d'une traque médiatique en sus de celle du mystérieux tueur. Ça va faire beaucoup pour nous qui cultivons la discrétion. Mathilde lit dans mes pensées. Il faudrait se fendre très vite d'une réaction concertée à l'attention de la presse. Et il faut aussi annuler le salon de Plougonvelin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est aussi ce que je me disais. Et il nous faut un nouveau président ou une présidente. Bref, un interlocuteur pour la presse. Par contre, on ne peut pas prendre le risque de se réunir à nouveau. Il faut faire profil bas le temps que les gendarmes coincent l'assassin. On peut sans doute organiser une visioconférence qui ne mettra personne en danger. Le plus vite sera le mieux. Ce soir ou demain? Ce serait la meilleure des choses à faire, mais désigner un nouveau président, est-ce que ce n'est pas lui mettre une cible dans le dos? On laisse toutes les deux flotter cette idée dans l'air saturé du parfum des roses noires. Quelques échanges téléphoniques et une flopée de textos plus tard, les membres du crapaud s'accordent prudemment sur une visioconférence pour le lendemain après-midi. On sera déjà vendredi. Cette semaine n'en finit décidément pas. Soudain, j'intime à Mathilde de s'immobiliser, de se taire. Elle se fige docilement, le regard inquisiteur, une étincelle de curiosité dans le myosotis de ses iris. D'un index impérieux et néanmoins presque immobile, je dessine très discrètement une grosse mouche bleue qui vient de se poser sur la table en fonte. Ailes irisées, corps bleu métallique et yeux rouges. Dodue, presque grassouillette. Une proie idéale pour mon drosera. Avec la lenteur infinie, patiente et calculée des grands prédateurs, je positionne ma main droite derrière l'innocente Calliphora vomitoria, un nom qui ne vend pas du rêve, comme une prédestination à une fin tragique. Elle se chauffe au soleil, butine quelques cristaux du sucre du café. Elle ne voit rien venir. D'un geste vif, leste et ample, je scelle le sort de la mouche bleue. Elle est prisonnière de mon poing victorieux. Mathilde applaudit. Je cours déposer ma proie stupéfaite sur les cils perlés de sucre du drosera. La mouche a beau vrombir de désespoir, le drosera a gagné en puissance et en circonférence. Si lundi, il se contentait d'un moucheron, 4 jours après, une grosse mouche bleue ne lui fait pas peur. Il occupe désormais toute la surface de la coupelle posée sur mon bureau et se trouve désormais vraiment à l'étroit. Je crois qu'il faudrait le rempoter, avance Mathilde. Je ne sais pas si l'expression convient car le drosera est simplement posé dans le filet d'eau des tourbières du Mougot, mais de fait il déborde désormais. Avec d'infinies précautions pour ne pas perturber son repas, je déménage le drosera qui mesure désormais bien 4 bons centimètres et l'installe dans un lourd cendrier de cristal de baccarat, hérité de mon père. Entre ce nouvel espace luxueux et la grosse mouche bleue qui l'ingère, je crois bien que le drosera soupire d'aise. Je crois comprendre qu'il me remercie, peut-être même qu'il m'aime.
Je ne sais pas si c'est vraiment normal qu'il grandisse autant et aussi vite, ce Drosera, murmure Mathilde. Je suis encore sous le coup du pic d'adrénaline généré par ma magistrale chasse à la mouche. Mais je reconnais que je manque de points de comparaison. C'est sûrement le signe qu'il se sent bien. Et je dirais que le rosier noir profite également bien. Il n'est planté que depuis hier et il affiche déjà de nouveaux boutons et bourgeons. Sans compter ce parfum vraiment puissant. Il couvre presque celui de la glycine qui fleurit pourtant toute la façade. Mais je finis par m'y faire. On pourrait croire qu'il y a quand même de la magie noire dans ce drosera et dans ce rosier. Peut-être, qui sait, susurre Mathilde. Enfin, magie ou pas, tant qu'il ne débite pas de poésie létale. Vivons heureuses en attendant la mort, s'exclame Mathilde. Si tu m'accompagnais à la librairie, j'ai une commande à retirer. On y prendra un thé, on fera tourner la libraire en bourrique, et on ira tirer la langue aux gargouilles de l'enclos. Mais comment tu fais pour te foutre de tout à ce point? Ça me dépasse. Mais tu as raison, j'ai besoin de changer d'air. Tout ce silence, cette solitude, ça m'oppresse. Et cette poésie, poésie est létale, mais comme tu y vas, me répond Mathilde dans un éclat de rire, en sortant ses clés de voiture de son sac à main griffé. Je te rappelle quand même que tu viens de commettre un meurtre de sang-froid pour nourrir un monstre végétal. Dans cette nouvelle affaire, la poésie est un témoin à charge. Mathilde se tourne vers moi, les yeux pétillants, et improvise avec emphase. Sur la table du jardin, une mouche se pose, sereine, une main silencieuse approche. Patience de statue, lenteur calculée, la main se dresse, un geste vif mais doux, les paumes se referment, prison de chair tiède, où bat une vie minuscule, le drosera salive.